Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce lundi, nous sommes le 7 mars. Nous reviendrons largement sur le rassemblement hier pour soutenir l'Ukraine. C'était place Bellecour où 2500 personnes se sont réunies. Nous avons rencontré notamment Konstantin Ashkasov, le vice-président de l'association Lyon-Ukraine. 10 à 15 000 personnes sont venues assister hier à Lyon au meeting pour la paix de Jean-Luc Mélenchon. Nous écouterons le candidat dans cette édition. 1500 personnes réunies à Vèze, c'était samedi après-midi. Les soulèvements de la terre, mouvement qui regroupe divers collectifs, ont manifesté aux abords du siège de Monsanto-Bayer. Rencontre dans ce quart d'heure lyonnais avec Gérard Boinon, auteur du livre « Le berger des mésanges bleus ». Il nous expliquera comment une autre voie est possible pour l'agriculture. La ministre de la Transition écologique Barbara Pompili à Lyon aujourd'hui, notamment à Vaux-en-Velin, pour introduire le comité permanent de la Convention internationale de protection de la diversité. Et puis à la fin de cette édition, les principaux résultats sportifs du week-end. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais, la place Bellecour en jaune et bleu hier après-midi pour soutenir l'Ukraine au 11e jour de l'offensive lancée par la Russie. 2500 personnes selon la préfecture, soit 500 de plus qu'une semaine auparavant, se sont rassemblées pour dire stop à la guerre. De nombreux Ukrainiens, des Lyonnais, des citoyens russes sont également venus apporter leur soutien aux Ukrainiens et montrer leur désaccord avec les agissements de Poutine. Avec un leitmotiv pour tous, il faut fermer le ciel ukrainien. Les prises de parole poignantes se sont enchaînés sur la place Bellecour. Nous avons rencontré Konstantin Ashkasov, le vice-président de l'association Lyon-Ukraine. Il était en Ukraine quand la guerre a été déclarée par la Russie. Il a dû traverser tout le pays pour revenir en France avec sa mère et sa nièce. Récit. Déjà, il avait des batailles actives contre les militaires russes contre les militaires ukrainiens dans la zone où on était. Notre ville, c'est à 30 km avec la frontière russe. Donc les militaires russes, ils étaient partout. Il a fallu échapper d'abord par voiture. Après le train, on a circulé aussi à côté de Kiev où il avait des actions militaires très actives. On circulait sans lumière pendant 18 heures. On ne pouvait pas allumer notre téléphone. C'était vraiment une sensation d'angoisse, de la peur. Et finalement, après, on est arrivé à Lviv et on a passé la frontière partiellement en voiture, partiellement à pied. On a dû attendre à pied 8 heures ou 10 heures. Ça neigeait. On a dû marcher 3 km avec nos valises. Voilà, c'était un voyage vraiment difficile. Quel est l'état d'esprit aujourd'hui des Ukrainiens ? Les Ukrainiens, ils sont fermes dans sa motivation de lutter contre ces mal, contre Poutine. Et ils croient dans la victoire. Mais le seul problème, c'est que les forces russes militaires, ils sont très fortes. Et donc, ils vont pouvoir amener plus et plus de missiles, faire plus de bombardements, tuer plus de civils. Et donc, l'Ukraine, sans l'aide de l'Europe et sans l'aide de l'OTAN, ça ne va pas le faire. Et si l'Ukraine tombe, ça sera la perte totale pour toute l'Europe aussi. Ça sera la défaite de la démocratie. Pas seulement en Europe, tout le monde civilisé sera perdant. Donc, il faut vraiment lutter, il faut aider l'Ukraine. Et moi, je dis, l'action concrète, c'est complètement détacher la Russie de SWIFT et fermer le ciel ukrainien. Avec les systèmes de défense, faire Iron Dome comme ils ont en Israël, je pense que c'est la seule chose qui peut arrêter parce qu'il y a toujours des bombardements des civils, des hôpitaux, des crèches, des écoles. C'est plus la guerre, c'est vraiment des terrorismes que Poutine est en train de faire. Qu'est-ce que les Lyonnais peuvent faire à leur niveau ? Les Lyonnais, ils peuvent déjà apporter les matériaux médicaux, les pansements, les bandages, les kits médicaux. Ça peut être aussi la nourriture. Alors les vêtements, on en a assez pour l'instant. Ils peuvent aider aussi aux réfugiés qui arrivent. Ça veut dire qu'ils peuvent faire des cours de français comme langue étrangère, ils peuvent fournir de l'aide psychologique, ils peuvent fournir des consultations juridiques, etc. Ils peuvent accueillir les réfugiés dans leur famille, donner des logements. Et voilà, et n'importe quel don que la personne a,
C'est aussi l'aide financière qu'ils peuvent apporter. Et on est en train d'envoyer plein de camions avec de l'aide humanitaire en Ukraine. N'importe quelle personne peut faire la différence. Voilà, contactez-nous, c'est leonukraine.org. Et là, on peut vous répondre sur Facebook, par email. Vous pouvez aussi même laisser un message sur le site. Et ça sera bien utile pour nous d'avoir de l'aide. Konstantin Ashkasov, vice-président de l'association Lyon-Ukraine. La mobilisation se poursuit dans de nombreuses communes, à Villeurbanne, à la paroisse Saint-Athanase, considérée comme le point de ralliement des Ukrainiens de Lyon, mais aussi dans de plus petites communes. Après le départ de 2 minibus en direction de la Roumanie vendredi, la commune de Saint-Pierre-la-Paluche se dit prête à envoyer d'autres convois à la frontière ukrainienne. Objectif, emporter des vivres et ramener des réfugiés ukrainiens. Une collecte de matériel médical et électrique ainsi que de produits alimentaires est organisée à la mairie. Toute personne désirant se porter volontaire pour le voyage est priée de contacter la mairie de Saint-Pierre-la-Paluche. La commune de Thizy-les-Bourgs se mobilise en organisant des collectes de nourriture, linge de maison, produits d'hygiène et médicaments. Ce sera vendredi et samedi prochain. Elle lance également un appel aux dons financiers via une plateforme pour les particuliers qui souhaiteraient héberger des ressortissants ukrainiens. Ils doivent là aussi se signaler à la mairie de Thizy-les-Bourgs. À Lyon, l'hôpital Natessia se dit prêt à accueillir les Ukrainiennes dans le besoin. L'hôpital a des chambres à disposition pour les mères ou futures mères, notamment pour les assister dans leur suivi de grossesse, leur accouchement et leur fournir les soins nécessaires et les aider à se reconstruire. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. 10 à 15 000 personnes sont venues assister à Lyon au meeting pour la paix de Jean-Luc Mélenchon. Meeting qui s'est tenu hier après-midi sur l'esplanade du Gros Caillou. Le candidat s'est employé à se débarrasser de son image pro-russe avec un discours consacré majoritairement à la guerre en Ukraine. Jean-Luc Mélenchon. Nous portons un message à cet instant. Stop à la guerre! Stop à l'invasion de l'Ukraine! À bas l'armée qui envahit l'Ukraine! Nous portons un message de solidarité avec les Ukrainiens, que ce soit ceux de l'armée régulière ou bien ces braves gens qui, évoquant écho lointain de cette année de l'invasion de Prague, montent sur les chars pour en empêcher l'avancée. Nous adressons un message de solidarité et d'amour aux Russes, au peuple russe qui refuse la guerre et s'y oppose courageusement. Jean-Luc Mélenchon qui a aussi fustigé le bilan honteux, selon lui, d'Emmanuel Macron. La France de Macron, c'est 5 milliardaires qui possèdent autant d'argent que 22 millions de Français. Ils ont gagné en un an autant que ce qu'a dépensé l'État pour le Covid. Ce sont des parasites covidaires. La France de Macron, c'est 9 millions de pauvres, a notamment lancé le candidat. S'il était élu, l'ancien ministre promet de ne pas être un cadeau pour tout le monde, en interdisant les héritages de plus de 12 millions, en rétablissant l'ISF et la retraite à 60 ans et en redistribuant notamment aux étudiants et à l'hôpital public. Les soulèvements de la terre, mouvement qui regroupe divers collectifs, ont manifesté samedi à Vèze aux abords du siège français du géant pharmaceutique et agrochimique allemand Bayer-Monsanto. La préfecture a annoncé la présence de 1500 personnes. Les militants n'ont toutefois pas pu approcher le siège français de l'entreprise, protégé par les forces de l'ordre, déployées en grand nombre. Un mouvement qui souhaite en tout cas interpeller, lutter contre l'artificialisation des sols, l'empoisonnement de l'industrie agrochimique. Nous avons rencontré Gérard Boinon, paysan toute sa vie, empoisonné par les pesticides en 1984 et auteur du livre Le berger des mésanges bleus. Il faisait partie des manifestants samedi, place Valmy. Les premières victimes sont les paysans de la chimie. Non seulement ils sont victimes au niveau financier, mais ils sont victimes dans leur corps. Et moi-même, j'ai été empoisonné et je sais de quoi je parle. Surtout, on a des alternatives. Aujourd'hui, on peut nourrir la planète sans avoir recours ni aux engrais, ni aux pesticides. De toute façon, le modèle agrochimique va se casser la gueule très rapidement. Il faut savoir une chose, c'est que pour l'agriculture, elle a le droit de 3 éléments. L'azote, la potasse et le potassium. L'azote, aujourd'hui, est fait avec le gaz russe. La potasse, les potasses d'Alsace, il y a longtemps qu'il n'y en a plus. On dit 2050, mais ça va venir beaucoup plus vite, puisqu'il y a trois lieux où on récolte la potasse aujourd'hui. C'est le Maroc, l'Ukraine et la Russie. Donc l'Ukraine et la Russie, aujourd'hui, vous voyez où on en est. Donc il n'y a plus que le Maroc qui est capable de fournir de la potasse à travers le monde. Le phosphore, c'est 2030, il n'y en a plus. En 70 ans d'agriculture chimique industrielle, on aura épuisé l'intégralité du phosphore soluble. Si on ne met pas en place tout de suite une alternative
qui est hors pesticides et chimie, ça va se casser la gueule et ça va faire mal. Parce que justement, le temps que les terres retrouvent leur potentialité, pendant ce temps-là, il va y avoir beaucoup de morts. Et la prochaine, moi je suis persuadé d'une chose, c'est que la prochaine pandémie, alors ça sera peut-être une pandémie, mais la prochaine fois, ça sera alimentaire. C'est une pénurie alimentaire. La prochaine pandémie sera une pénurie alimentaire. Alors ça sera peut-être pas la prochaine, ça sera peut-être l'après, hein, on peut pas savoir, hein, mais très prochainement, on aura une pénurie alimentaire. Ça, j'en suis persuadé. C'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que je continue de me battre, même que j'ai 74 ans aujourd'hui. À un moment donné, il faut arrêter, quoi. Et l'agritech, vous n'y croyez pas? C'est pourtant la formule qui est prônée aujourd'hui par le gouvernement. Alors, je dis pas qu'elle peut pas aider, elle aider un tout petit peu pour être plus précis. Ça, je veux bien y entendre, pour soulager au niveau du travail paysan. Hein, ça, on va pas tout cracher, on va pas jeter le bébé dans l'eau du bain. Mais à un moment donné, il faut. Moi, j'y crois pas parce que de toute façon, on n'aura pas les éléments. Les éléments, on ne les aura plus. Le prix du pétrole, du gaz suisse pour faire de l'azote, on n'aura pas. Quand il faudra aller chercher faire de l'azote agricole avec des gaz de schiste qui coûtent l'extraction, qui coûte une fortune. Moi, je peux pas y croire, c'est pas possible. Qu'on vienne m'expliquer, on va garder ce gaz de schiste pour les avions, pour les choses indispensables, mais pas pour faire de l'azote agricole. Ceux qui n'ont pas compris ça, c'est se fermer, se mettre des œillères, quoi. Hein, aujourd'hui, on n'a plus, et la pénurie mondiale d'énergie fossile, etc., fait qu'obligatoirement, il faut qu'on se retourne. Il faut savoir que tous les pesticides sont fabriqués à partir du pétrole. Alors le changement de paradigme, c'est quoi alors? Qu'est-ce que c'est l'avenir de ce monde paysan? Comment on peut le sauver? Il faut rediviser les terres. Les terres se sont multipliées, ont agrandi. Aujourd'hui, il faut les remultiplier. Il faut refaire des jardins familiaux. Il faut retrouver une souveraineté alimentaire. Si on veut la sécurité alimentaire, il est indispensable d'avoir une souveraineté alimentaire. Moi, ma vocation de paysan français, c'est d'abord de nourrir le peuple français. Mon copain Robert, qui habite au Sénégal, qui est paysan au Sénégal, sa vocation première, c'est de nourrir la population sénégalaise. Je suis pas contre qu'on ait des échanges internationaux. Si mon copain sénégalais a envie de boire une bonne bouteille de Bourgeois sur des valeurs comme ça, pourquoi pas, qu'il y ait des échanges. Moi, j'ai envie de manger des bananes ou boire du café, qu'il y ait des échanges, ok. Mais sur les produits basiques, qui est la patate, qui est le blé, qui est le poulet, que ça soit local, le plus local possible. Il faut qu'on redynamise. Imaginons un seul instant qu'une centrale nucléaire dans la vallée du Rhône pète. Aujourd'hui, tout le nord de l'Europe n'a plus de légumes. Tout le nord de l'Europe. Paris n'a que 2 jours d'avance en légumes. C'est insensé. Alors que moi, à Bourg-en-Bresse, à la sortie de la guerre, il y avait 40 maraîchers. Aujourd'hui, ils sont plus que 2. Il y a un truc qui va pas. Où est la souveraineté alimentaire? Ça sera toujours ma bataille. Gérard Boinon, paysan et auteur du livre Le berger des mésanges bleus. La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, sera à Lyon aujourd'hui. Elle se rend notamment à Vaux-en-Velin où elle va introduire le 74e comité permanent de la Convention internationale de protection de la diversité, en présence de Bérangère Abba, la secrétaire d'État chargée de la biodiversité. Selon la métropole de Lyon, cette réunion vise notamment à se pencher sur le sort des éléphants, des jaguars, des hippocampes ou encore des tortues de mer. Ce comité permanent, qui se tiendra tout au long de cette semaine, est organisé par la CITE, la Convention sur le commerce international d'espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Lyon demain, média agitateur d'idées. Tennis, le tournoi WTA de Lyon, la chinoise Zhang, tête de série numéro 8 du tournoi, s'est imposée en 3-7 en finale à Gerland. Elle a mis fin à l'incroyable parcours de l'Ukrainienne Diana Yastremska, qui avait fui son pays en guerre il y a 8 jours. L'Ukrainienne a remporté le premier set, elle menait même 4-2 dans le troisième, mais Zhang a fini par la faire craquer, s'imposant 3-6, 6-3, 6-4 à l'issue d'un bras de fer long de 1h46.
Encore devant au score à 3 minutes de la fin, le Loup a été renversé dans les derniers instants du match disputé à Clermont. Défaite donc du Loup 25-16. Succès à Lorient pour l'Olympique lyonnais, victorieux 4-1. En basket, en élite, l'Asvel s'incline à Boulogne-le-Valois. Passé devant dans le dernier quart-temps, l'Asvel a laissé échapper le choc des 2 premiers de l'élite. Dans les derniers instants, les Villeurbanais s'inclinent en effet 83-81. Et puis un mot d'athlétisme en disque, 36e titre de championne de France pour Mélina Robert-Michon. La discobole lyonnaise s'est imposée ce dimanche à Salon de Provence avec un jet à 59 mètres 13. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes. En attendant, passez une excellente journée.